Du coup, Florent, je me tourne vers toi. Toi, tu vas poser un sujet qui est un petit peu différent et peut-être nous parler de l'amont, qu'en fait, il n'y a pas d'appel à projet. Et du coup, comment on fait pour essayer de faire quand même? Merci. Euh, Est-ce que l'ordi, on peut le mettre ici? Je vais peut-être changer. Ça va être bien. Ouais, je vais essayer juste ça. Alors, je parle dans le micro, je vais essayer juste de voir. J'ai l'impression que ça mug. Non, ça bug. C'est pas grave, ça doit être avec Zoom. Je vais le faire à l'ancienne, avec moins de technologie. Euh, donc, moi, ce que je vais vous proposer ce matin, c'est de comprendre comment on peut faire sans appel à projet, ou comment est-ce qu'on peut ouvrir des espaces de discussion sans appel à projet, sur un sujet qui me touche particulièrement, qui est celui de la mini-mobilité. Alors, je vais définir ce que c'est que la mini-mobilité, mais en fait, l'idée, c'était, dans un premier temps, c'était de m'inspirer de ce qui a été fait ici, donc je remercie déjà les organisateurs pour cette opportunité. Et puis moi, je travaille au Québec. Alors, j'ai pas l'accent québécois parce que je suis français. Je fais mes études au Québec et en fait, j'ai découvert ce sujet de la mini-mobilité à travers l'extrême défi. Et puis surtout, dans un pays dans lequel on a une forte dépendance à l'automobile, c'est très compliqué de réfléchir une mobilité autre que la voiture. Et puis, on a eu beaucoup de panélistes qui en ont parlé tout à l'heure, mais je vais vous montrer qu'au Québec, c'est encore pire. Il y a beaucoup de choses très belles au Québec, mais la dépendance automobile, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je vais vous faire un petit plan rapide, un diagnostic, parce que j'ai que 15 minutes. Et puis, je vais vous expliquer un peu la méthode qu'on a utilisée avec mon directeur de thèse pour essayer d'ouvrir ces imaginaires, d'ouvrir ces espaces de discussion. Donc, tout d'abord, je ne vais pas revenir là-dessus, mais clairement, c'est la voiture ou le transport de manière générale, le transport motorisé, sont entraînent des problèmes de gaz à effet de serre, de pollution visuelle, de pollution auditive, enfin, ce genre de choses. Et au Québec, ça représente à peu près en énergie, ça représente la moitié de l'énergie dépensée. Et les gaz à effet de serre, c'est 43,3%, les derniers chiffres. La voiture, c'est la moitié de ces gaz. Donc c'est à peu près 20%. 20%, c'est énorme. Et si on veut aller vers des leviers de sobriété, c'est vraiment un levier qu'il faut aller chercher. Ce qui est aujourd'hui quelque chose qui est en train de reculer. Et je passe un petit message politique à travers ça, c'est qu'on aurait dû avoir des plans de mobilité qui auraient dû être faits, qui sont bien loin d'être faits, et au contraire, on est en train de revenir sur des objectifs de développement durable, ce qui, moi, me pose des soucis. À titre personnel, on parlait tout à l'heure de la neutralité du chercheur, mais en l'occurrence, je ne suis pas neutre. Donc, l'idée, c'est de contrer un problème, qui est la congestion. La congestion, en fait, c'est quelque chose qui va être très problématique parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on appelle la demande induite. C'est-à-dire qu'on veut plus de routes, mais on ne se rend pas compte que plus de routes égale plus de voitures, mais qu'à la fin, tout le monde arrive aux mêmes routes. Et donc, ces mêmes routes fait que dans des villes comme Montréal, par exemple, aujourd'hui, on a un taux de congestion qui est absolument faramineux. On peut mettre 30 à 40 minutes pour faire 2-3 km dans le centre de Montréal aux heures de pointe. Et les heures de pointe, c'est en train de devenir des plages horaires entre 8h et 18h. Donc ça, c'est vraiment un problème. Ensuite, l'artificialisation des sols. Moi, je travaille sur la ville de Laval. Je vais vous l'expliquer dans ville-île de Laval, qui est au nord de Montréal. Mais en l'occurrence, l'artificialisation des sols, c'est quelque chose d'important à comprendre parce que on a eu des problèmes très récemment d'inondation liés au fait qu'il y a des sols qui sont complètement imperméables. Et ça va entraîner des problèmes. Aujourd'hui, on parle de prévention. Là, on va être plutôt dans donc de diagnostic. Là, on va être plutôt dans la curation, aller voir les problèmes et aller essayer d'aider les gens. Donc, ils sont en train de travailler sur cette autre façon de voir le développement durable, c'est-à-dire de donner aux gens les moyens de réparer finalement ce qui va être cassé parce qu'on n'a pas fait de prévention. Et enfin, l'étalement urbain. Alors, si on parle de développement urbain, je n'ai pas assez de temps, mais l'idée de la bagnole aux États-Unis, en Amérique du Nord et au Canada, c'est le développement des banlieues. Donc, c'est les années 50, c'est le retour de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un développement qui est fait pour la voiture. Au départ, pour la voiture, parce que les propriétaires de voitures étaient des personnes blanches et qu'elles voulaient s'éloigner des centres-villes. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que ces gens-là, on ne les a pas aidés à avoir des opportunités ou des alternatives. Et ça pose un vrai souci parce qu'on a beau penser alternative à la voiture, dans un pays qui est fait pour la voiture, par la voiture, ça pose de sacrés problèmes. Donc l'automobile, je ne reviendrai pas là-dessus, mais juste quelques chiffres quand même qui vous donnent un peu le tournis. 5,6 millions de véhicules de promenade immatriculés au Québec pour 8,7 millions d'habitants. Donc
Donc c'est énorme. 650 voitures pour 1000 habitants, sachant que là-dedans, il y en a 175 qui n'ont pas des capacités pour la voiture, puisque ce sont soit des gens qui n'ont pas le permis, soit des gens qui sont en incapacité cognitive pour conduire. Donc 650 pour 1000, ça fait quasiment une voiture par habitant. Sachant que la voiture a pris à peu près 11 kilos de moyenne tous les ans depuis les années 90. Imaginez ce que ça représente. Aujourd'hui, là où on pouvait mettre 1500 voitures sur la route, on n'en met plus que 1350. Donc les 150 autres voitures, elles décalent. Et au fur et à mesure, ça explique la congestion, etc. Ça, c'était pour je dirais le gros panel. L'idée de vous montrer cette carte, c'est de vous montrer l'île de Laval. Alors, on ne sait pas forcément que Montréal est une île entourée du fleuve Saint-Laurent et puis qui finalement est découpée. Là, on ne la voit pas bien. Montréal est au sud. Est découpée. Il y a une île juste au nord de Laval de Montréal qui s'appelle Laval. C'est une île qui a un avantage, c'est que c'est à la fois une île, une ville, donc c'est un territoire administratif, et c'est ce qu'on appelle une MRC, donc une municipalité régionale de comté qui en fait a des compétences, on parlait tout à l'heure de légal, a des compétences sur la mobilité. Donc ça c'est très important dans ce que je vais expliquer ensuite. C'est 440 000 habitants, donc la densité est vraiment pas très bonne, et surtout elle se concentre sur les zones que vous voyez grisées, avec des grands axes qui la découpent, ça ce sont des autoroutes. Donc il y a des axes autoroutiers, ce qui provoque des problèmes de coupure. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que je voulais vous attirer l'attention. La population est vieillissante. En 2030, c'est 25% de la population au-delà de 65 ans. Donc ça, ce sont des problèmes démographiques qui sont assez importants. Et en plus, il y a une répartition donc inégale avec toutes les zones en vert. Ce sont des zones agricoles ou forestières, donc 30% de l'île. Ça, ce sont les aires, on va dire, TOD, donc Transit Oriented Development, qui sont les aires de développement de mobilité collective, plus tout ce qui est autour des grands axes routiers dont je vous ai parlé. Parce qu'en fait, les gens ont, à la différence finalement de l'Europe ou de la France, en tout cas, ce que je peux comparer, c'est que les gens veulent être le plus proche possible des axes routiers pour pouvoir avoir le moins de temps possible pour aller sur ces axes routiers, pour aller rapidement là où ils doivent aller, et notamment sur Montréal, puisque c'est là où est concentré, je dirais, le gros de l'activité économique. Sachant que Laval se développe, mais pas assez. Et finalement, tous les gens de la rive nord aussi, donc les zones que vous voyez au nord, ceux-là aussi doivent se déplacer et traversent. Laval, c'est 70% des gaz à effet de serre liés au transport. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que la ville est traversée par ces autoroutes et que c'est des enjeux énormes. Donc moi, je me suis posé une question assez simple, c'est comment est-ce qu'on peut, dans un contexte de très forte dépendance à l'automobile, faire émerger collectivement, et c'est le mot important, des solutions alternatives désirables. Donc c'est là où mon profil de designer arrive, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller concevoir ces choses, puisqu'en fait, il n'y a pas d'appel à projet, il n'y a pas de soutien derrière. Donc c'est comment est-ce que la prospective conceptive, donc la question de la prospective, donc la projection future, permet l'exploration de nouveaux mondes. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer très rapidement. Donc tout d'abord, les vélis, pourquoi? Parce que ce sont des véhicules pour moi de transition. En fait, si on réfléchit 2 minutes aux vélis, je ne pense pas que ça va remplacer la voiture demain. Par contre, ça peut amener les gens à faire des changements de comportement, à comprendre qu'on a moins besoin de l'automobile, qu'on a moins besoin de ça et qu'on peut se déplacer différemment. Et c'est pour moi le cœur du travail, c'est de dire, OK, on a essayé avec les transports en commun, on a essayé avec d'autres, le covoiturage, etc. Ça ne fonctionne pas. Par contre, on n'a pas essayé de penser la mobilité individuelle comme étant une mobilité bas carbone. En fait, on pense tous transport collectif égale mobilité bas carbone, tous. En tout cas, beaucoup de personnes, dont des professeurs que j'ai, avec qui j'ai eu des débats assez intenses. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mettre 8 pistes cyclables et 3 lignes de bus à haut niveau de service, ça ne fait pas que les gens prennent le vélo ou vont dans les bus. Ça ne marche pas. Par contre, ce qui fonctionne, c'est de leur dire, OK, vous avez la flexibilité de la voiture, mais pour le tiers, le quart, le dixième de la dépense énergétique en matière, etc. Et vous avez toujours cette possibilité de faire du porte-à-porte. Parce que c'est comprendre les gens qu'il faut aller chercher. C'est comprendre pourquoi ils ont besoin de ça. Parce que finalement, dans une société où tu n'as pas de trottoir, te rendre au bus, c'est compliqué. Même si on est d'accord qu'on peut marcher sur la route, elle est moins fréquentée, etc. Mais c'est un vrai problème. Donc, l'automobilité, on connaît. Alors là, j'ai mis des VUS parce que c'est quasiment aujourd'hui 4 ventes sur 5 en Amérique du Nord. C'est fou. Et puis des VUS, c'est pas les petits VUS qu'on a ici, hein, c'est des gros VUS. Des VUS où on peut mettre pratiquement une équipe de foot au complet pour transporter une personne, quasiment tout le temps. La micromobilité, donc ça, ce sont tous les équipements individuels de mobilité. Puis au milieu, la mini-mobilité. Alors la mini-mobilité, c'est un terme émergent, c'est pas quelque chose de très documenté encore.
Je ne suis pas le premier à en parler, mais je pense que c'est un terme qui est intéressant parce qu'on on comprend la mini-mobilité comme étant une mobilité de faible ou de petite échelle. Et ça, c'est un terme que j'essaye de répandre. Là, je vous le répands, je vous le donne. Qui en fait a été développé par des chercheurs qui ont réfléchi au fait que cette mobilité pouvait ouvrir des imaginaires différents. Parce qu'en fait, le vocabulaire, et c'est là je dirais la casquette de designer, le vocabulaire ouvre des imaginaires. Quand on invente des mots, on invente des concepts derrière, on invente des imaginaires et on augmente en fait les capacités plutôt que de les refermer sur des hypothèses des fois très, très compliquées à gérer. Elle existe à peu près partout dans le monde. Et ça, c'est fou parce que quand on se rend compte que, par exemple, au Japon, les K-cars, c'est 25% des voitures au Japon, lié au fait déjà qu'ils avaient des problèmes de ressources après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi que l'espace est compté. Et donc, quand on est dans un espace abondant comme celui de l'Amérique du Nord, forcément, vous comprenez que quand on parle de petites voitures, ils nous disent, mais tu comprends pas, nous, on a de l'espace ici. Oui, on a de l'espace pour faire 5 km, t'as pas besoin d'avoir un 4x4 qui fait 8 tonnes. Excusez-moi, non, pas 8 tonnes quand même. Non, non, c'est abusé. Je suis un petit peu, j'exagère un peu. Avec l'équipe de foot, merci. En Europe, forcément, ça vous les connaissez. Puis l'Amérique du Nord, c'est quoi? C'est réservé à des populations bien précises. Donc, en gros, les gated communities, donc les communautés fermées, donc ça, c'est les golf carts qui sont développés, qui sont mis en place. En gros, c'est j'allais dire, les vieux blancs riches des États-Unis, mais plus ou moins. Au Mexique, ils font beaucoup de travaux au Mexique sur la mini-mobilité, notamment des usines d'insertion de femmes. Et donc ça, je trouve que ça mérite d'être montré aujourd'hui. Et puis, au Québec, généralement, c'est pour la livraison ou pour le petit déplacement, et pas plus. Donc comment on fait pour ça? On va structurer ce qu'on appelle l'exploration. L'exploration, c'est aller vers l'inconnu, vers l'incertain. Nous, on parle d'inconnu parce qu'on a ajouté des choses. Donc il y a 2 écoles de prospective. En gros, l'école de prospective française, c'est une approche proactive qui est phénoménologique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une vision dans le futur, on la reprend et on l'amène au présent. On a une approche qui est celle du foresight, donc l'approche anglo-saxonne. Là, c'est vraiment une approche projective, donc on prend le passé et on le projette dans le futur, et on dit c'est là qu'on veut aller. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Parce qu'on a parlé des modèles tout à l'heure et que forcément, dans l'avenir inconnu, les modèles ne fonctionnent pas. Et nous, on a en fait développé avec mon directeur de thèse et puis d'autres chercheurs en France ce qu'on appelle la prospective conceptive. C'est-à-dire qu'on ajoute dans cette prospective, dans cette démarche de la conception dans l'inconnu. Et ça, c'est intéressant parce que on passe d'un paradigme qui est celui de la décision, donc on aide la décision, vers un paradigme qui est celui de la conception. Et tout l'intérêt de la conception dans ce sens-là, c'est d'entendre les gens, d'intégrer différentes disciplines, donc la sociologie, l'ethnographie, tout ce qu'on peut avoir comme, on va dire, sciences molles ou sciences sociales. Ouais, je sais, je fais attention à ça. Mais essayer de comprendre que ces sciences-là sont intéressantes parce qu'elles expliquent des choses que ne peuvent pas expliquer la projection, par exemple, par statistique. C'est pas parce que 12 personnes ont pris le bus l'année dernière que l'année prochaine, il y en aura 12 aussi, parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des variables critiques. Et là, je vais aller très vite. Je vous demande de vous accrocher parce que ça va aller vite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse morphologique. On découpe le système en variables. Pourquoi on le découpe en variables? C'est parce que c'est plus facile d'aller sur des variables. Donc, le système modal, donc ça, je prends Frédéric Errand, et puis le fait qu'on a un utilisateur, un mode, une réglementation, une infrastructure, ça correspond à chaque mode de déplacement. Ensuite, ça sont mes variables motrices, des variables contexte et environnement. Donc ça va être par exemple les politiques et la vision de mobilité durable, la culture, très important, les mécanismes de production et les conditions météo. Conditions météo, c'est vraiment le point qu'on met à chaque fois à la figure. On dit, ouais, mais tes petits véhicules, l'hiver, dans le banc de neige, comment tu le sors? On n'est pas les premiers à le faire déjà. Et puis, il y a d'autres endroits où il y a de la neige, et puis ils utilisent quand même des petits véhicules. Et puis, tout ça, ça va nous emmener vers un tableau qui est en fait un tableau d'évolution des variables, par hypothèse. La première hypothèse, c'est plutôt quelque chose de tendanciel. La deuxième, c'est le dire d'expert. La troisième, ça va être le dire d'expert enrichi. Et la quatrième, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va être celle de la conception et vraiment du design. On va aller inventer des nouveaux dispositifs et on va plugger ces dispositifs comme des cartes joker dans des organisations pour les faire réfléchir tout simplement. Donc tout ça nous donne des scénarios que j'ai développés sur 2 axes. Le premier, c'est la forme urbaine. C'est quoi une forme urbaine? C'est une ville compacte, une ville
élargi, on va dire dense, et on fasse l'étalement. Et un deuxième axe qui est celui de la force motrice de changement, c'est-à-dire en gros, est-ce que ça vient du bas ou est-ce que ça vient du haut? Est-ce que c'est poussé par les communautés ou est-ce qu'au contraire, c'est l'État ou les gouvernements qui organisent? Et donc, ça nous donne 4 scénarios. Ces scénarios, le premier, ça va être le laboratoire d'expérimentation de la Smart City. Ça, c'est assez simple. En gros, je prends une approche qui est assez simple de designer, c'est-à-dire le pourquoi, le comment plutôt, le quoi, et puis quelle valeur je veux derrière. Ben là, je veux une valeur de Smart City, c'est-à-dire que je vais mettre des capteurs partout, je vais mettre des petits véhicules. Ensuite, un deuxième qui va être le Fab Lab, et donc là, on en a parlé beaucoup, le bricolage, le fait que les gens se mettent ensemble, etc. Donc le principe de l'usine distribuée, de la circularité, ce genre de choses, ça amène un nouveau paradigme, donc une nouvelle valeur sociale qu'on va aller développer avec de nouveaux dispositifs. Troisième, ça va être un réseau qui va être beaucoup plus structurant, et là, on peut parler, par exemple, du développement d'un principe ou d'un paradigme qui est celui de la reliance, c'est-à-dire que plutôt que la fluidité ou la vitesse, on va travailler sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Donc, qu'est-ce que ça nous procure comme sensation de se déplacer? Est-ce que le voyage n'est pas vraiment le déplacement, en fait? Et puis, au final, la dernière qui va être quelque chose où les gens, en fait, vivent en communauté. Et puis, pour relier ces communautés, ben, on va travailler sur de nouveaux partenariats, par exemple, avec les agriculteurs. On a vu les villes de Laval, c'est beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de forêts, etc. Et est-ce qu'on peut développer des partenariats, par exemple, publics, privés, communs? Ce qui n'est pas développé aujourd'hui, les communs. Je reviendrai là-dessus s'il y a des questions, mais bref. Et donc, ces 4 scénarios, ça permet d'ouvrir des imaginaires différents. Et ces imaginaires, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les amener aux gens, on va voir comment ils réagissent. Et si, au final, il y a des positifs, bah, ça va nous aider à avancer. Et puis, si ça fait parler de nous, et puis ça permet au gouvernement de dire peut-être qu'on va remettre en place des expérimentations, bah, c'est là où j'aurai finalement gagné. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Florent. Du coup, l'idée, c'est que tu finis quand? Qu'on ait le retour pour voir si ça a marché ou pas. Ça, d'ici 1 an et demi, je pense. Donc, dans 2 ans, quoi. Merci beaucoup.